Bienvenue à cette conférence intitulée Plantes carnivores et lait d'horticole, qui va donc durer entre 45 et 50 minutes. C'est parti, je vais commencer donc par me présenter. Je m'appelle David Demel. En 2014, je crée le site qui s'appelle lait-horticole au pluriel.eu. C'est un site sur lequel on fait du test de matériel horticole, des LED évidemment. On fait également du référencement de ces panneaux, de ces fabricants. On fait également des mesures, on verra tout à l'heure comment, de ces différents matériels. On fait également des vidéos de déballage qui vous permettent de vous rendre compte à quoi ressemblent les panneaux qu'on teste au moment de la réception du colis. 4 ans plus tard, en 2018, je crée le site qui s'appelle carnivore au pluriel.zone. C'est un site de vente entre particuliers de plantes carnivores spécifiquement. Certains des vendeurs qui sont sur notre plateforme ont également fait quelques vidéos de présentation de leur collection et quelques tutos également. Je vous invite à regarder les chaînes YouTube de ces deux sites pour vous renseigner un peu plus avant sur ces activités. Donc on va faire cette présentation en 3 grandes parties. La première grande partie va parler spécifiquement des éclairages horticoles. On présentera ces éclairages, on parlera des notions dont vous avez besoin pour bien choisir vos LED. On parlera également des LED en général. On fera un historique à la fois commercial et technique sur cette technologie. La deuxième partie sera dédiée aux besoins des plantes carnivores, parce que pour bien éclairer ces plantes, il faut évidemment savoir de quoi elles ont besoin. On le fera en 2 parties, en spectre pour commencer, on verra cette notion juste après. Également en quantité de lumière, on verra que ce n'est pas du tout la même chose. Troisième partie, en pratique. Là, on parlera d'abord des bonnes questions à se poser pour avoir les LED les plus efficaces pour son utilisation. On parlera aussi des mauvaises réponses, c'est-à-dire des choses qu'on a essayées pour vous et qui n'ont pas fonctionné du tout. On vous invitera à ne pas le faire, on vous expliquera comment éviter ces mauvaises réponses. Et pour finir, on fera 2 études de cas. La première, ce sera sur un terrarium pour les Nepenthes. Et le deuxième cas, ce sera sur des semis de Sarracenia. C'est parti pour la première partie, éclairage horticole, présentation. Donc on va partir simplement de la définition du mot horticole. Donc dans horticole, il y a horti, qui veut dire qu'il se rapporte au jardin, le suffixe qui est col, qui concerne la culture de. Donc dans cette présentation, on parlera uniquement de l'aide utilisée pour la culture des plantes et à aucun moment de l'aide pour les aquariums, des reptilariums, des vivariums. Les données là ne sont pas transposables à ce genre d'installation. Donc là, on parle évidemment bien que de plantes et uniquement de plantes. On va parler un petit peu, pour commencer, des éclairages horticoles historiques, c'est-à-dire ceux qui ont été utilisés avant les LED, ceux que vous devez normalement connaître ou au moins avoir vu mentionner. Premier éclairage horticole historique, ça va être le néon, nommé aussi fluo compact ou à économie d'énergie. Donc ça, c'est une technologie qui date du début du XXe siècle, en termes d'utilisation. C'est une technologie donc, dans laquelle on utilise 2 électrodes. Il y a un tube en verre au milieu, et quand on l'allume, évidemment, ça fait de la lumière. C'est des choses qui sont à domicile. On utilise beaucoup de lampes à économie d'énergie avant les LED pour l'éclairage domestique, par exemple. Deuxième type d'éclairage, les lampes à vapeur de mercure. Donc là, c'est ce qu'on appelle une lampe à décharge. Vous le retrouvez souvent sur Internet sous le terme MH, pour métal halide. Ça, c'est une technologie plus vieille. Elle date vraiment du tout début du XXe siècle. Au bout de 30 ans, cette technologie a été fiabilisée et un peu plus généralisée. En l'occurrence, c'est l'ampoule que vous voyez à gauche. C'est une ampoule, quand on l'allume, qui donne une lumière blanc-bleu, qui est parfois utilisée pour l'éclairage public. Ça nous fait une lumière, pas une lumière de blanc-froid plutôt, blanc-bleu, disons. Troisième techno que vous avez dû également croiser, c'est ce qu'on appelle les lampes à vapeur de sodium haute pression. L'acronyme en anglais, c'est donc HPS. C'est en général sur cet acronyme que vous allez le retrouver sur Internet. Ça, c'est une techno un peu plus vieille, milieu du 20e. Première présentation par General Electric, 1964. Et puis au bout de 15 ans de fiabilisation, on arrive à utiliser cette technologie à grande échelle. Et du coup, on va aller l'utiliser pour l'éclairage public, c'est-à-dire que c'est ces lampes que vous retrouvez dans vos réverbères et qui produisent une lumière orange relativement forte en général. On va voir quelques différences entre ces technologies. Quand on prend la partie lampe fluo compact à économie d'énergie, nommée néon évidemment, on va avoir une techno dans laquelle c'est un flux d'électrons qui va passer dans un tube en verre, qui va donc aller taper du mercure, et ce mercure va produire des ultraviolets qui vont aller exciter un matériau qui est à l'intérieur du tube, et c'est cette poudre à l'intérieur du tube qui va donc aller produire de la lumière. Alors vous le savez, ça produit une faible chaleur, hein, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos mains
Sur un néon au fonctionnement, il n'y aura absolument aucun problème, aucun risque de brûlure. Par contre, le problème de ces technos, c'est que ça produit une faible distance d'éclairage et donc pour éclairer efficacement une grande surface, il faut absolument en mettre beaucoup et pas trop loin si possible. La différence avec les lampes à décharge dont on parlait tout à l'heure, MH-HPS, c'est que dans ce cas-là, c'est la décharge d'un courant électrique dans un gaz qui va aller produire la lumière et pas du tout une poudre qui serait sur le globe en verre. Là, la chaleur est très différente, elle est beaucoup plus forte que sur des néons, mais l'avantage, c'est que la distance d'éclairage, elle aussi, est beaucoup plus importante. C'est pas rare de voir évidemment de l'éclairage public à 6, 7, 8, 9 mètres de haut et on voit la route sans aucun problème. C'est vrai que les lampes font entre 600 et 1000 watts, du coup c'est un peu plus facile d'éclairer loin. Les points communs de ces technos, la première c'est qu'elles possèdent un spectre fixe, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit votre lampe à décharge ou votre néon avec tel type de composant à l'intérieur, que ce soit du mercure ou autre chose, eh ben, la lumière qui est produite par cette lampe, elle sera toujours la même. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais une lampe à sodium, à haute pression de sodium, qui va produire une lumière verte. C'est pas possible, par exemple. On reste cantonné dans une gamme de couleurs spécifiques. Elles contiennent toutes des éléments dangereux, en l'occurrence au moins du mercure. On verra après qu'il faut faire attention en les dépolluant. Ce sont tous des éclairages omnidirectionnels, c'est-à-dire quand on allume un néon, une UHPS ou une EMH, la lumière part dans toutes les directions, elle n'éclaire pas simplement vers le bas. Si on veut éclairer vers le bas, il faut un réflecteur de lumière qui donc réfléchit la lumière qui va vers le haut pour la faire aller vers le bas. C'est pas pratique et en plus on perd de l'énergie. Ce sont des technologies qui sont non initialement développées pour l'horticulture, c'est-à-dire qu'on avait des technos sous la main, on a dit on va essayer sur des plantes, ça a plutôt bien marché, donc on les a gardées. Mais la démarche initiale, c'est pas on va faire une lampe spécifique pour l'horticulture. C'est sensible au choc, évidemment. Les trois technos sont à base de verre, donc dès qu'il y a un choc, on a un risque de casse. Ça a une faible durée de vie par rapport au LED. On estime que entre les néons, les MH et les HPS, les durées de vie sont entre 5000 et 10 000 heures. Quand pour une LED, on estime qu'elle est autour de 50 000 heures, et encore à 50 000 heures, la lampe n'a perdu que 30% de sa capacité à éclairer. Je le disais, c'est des déchets qui sont dangereux, faites attention. Il y a du mercure volatile dans ces ampoules-là. En cas de casse, pour les dépolluer, il faut bien utiliser des gants, des lunettes et un masque. Faites très attention. N'utilisez pas d'aspirateur pour éviter de disperser dans l'atmosphère chez vous ces différents éléments dangereux. Vous mettez ça dans un sac et vous amenez bien ça dans un organisme dont le but est le recyclage de ce genre de lampe. Les pires éclairages horticoles. Oui, je me suis dit que j'allais faire une petite section quand même dans lesquelles je vous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire. La première, ça va être les lampes à incandescence. Alors là, c'est une technologie ultra vieille, milieu du 19e. C'est une lumière qui est ultra mal adaptée aux plantes parce qu'elle produit une lumière qui n'a pas les bonnes couleurs, on le verra tout à l'heure. Et surtout, le plus important, c'est que c'est une lampe dans laquelle, quand on met 100 watts, il y a 95% de ces 100 watts qui vont partir sous forme de chaleur et seulement 5% sous forme de lumière. Ça veut dire que ces lampes sont en fait plus des radiateurs qui font de la lumière plutôt que des ampoules en fait. Deuxième pire éclairage, la lampe halogène. Là, c'est au milieu du XXe siècle par General Electric, encore une fois. C'est un peu mieux en termes de rendement, il n'y a que 90% qui part en chaleur, mais quand même. Et la lumière aussi, là, elle est très mal adaptée aux plantes, on verra ça tout à l'heure. Troisième élément, troisième pire éclairage horticole, ce sont les lampes à ultraviolet. Alors ça, on les voit assez souvent sous ce terme sur des sites type Amazon ou Alibaba. En l'occurrence, les lampes à ultraviolet, vous le savez, les ultraviolets sont dangereux. C'est parce que ce sont des rayons qui sont à la fois bactéricides et fongicides, c'est-à-dire qu'on les utilise pour tuer les bactéries et les champignons. C'est une pratique ultra minoritaire dans le domaine de l'horticulture. C'est très très spécifique à l'industrie et c'est des choses que vous n'aurez jamais à acheter. Simplement une lampe à ultraviolet, pour vous, ce sera jamais utile. Il y a des lampes actuellement en étude qui utilisent des UVC, on verra ça tout à l'heure, qui ne sont pas délétères ni pour les humains ni pour les plantes. Ce sont des pistes actuelles de recherche. Deuxième sous-partie, les notions horticoles. Là, je vais vous donner quelques définitions qui sont importantes pour la suite, pour bien comprendre la problématique. La première notion, c'est évidemment, qu'est-ce que la lumière? En fait, la lumière, c'est un élément qui a deux aspects différents et qui répond à deux types de propriétés différentes. À gauche, on a la première propriété qui s'appelle l'aspect corpusculaire. C'est-à-dire qu'on considère que la lumière se comporte comme un flux
de petites particules, donc des petits grains de lumière, qui ont des caractéristiques vraiment spécifiques. La première, ça va être une propagation en ligne droite. La deuxième, ça va être une vitesse finie. Et la troisième, ça va être une énergie cinétique. Donc voilà, cet aspect corpusculaire, il est important. Mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres phénomènes qui répondent au deuxième aspect de la lumière, qui est l'aspect ondulatoire. Là, on ne parle pas de particules, on parle d'ondes électromagnétiques qui vont avoir un certain nombre de caractéristiques, par exemple la fréquence, la longueur d'onde. On va avoir un certain nombre de phénomènes d'interférence qui permettent de mettre en avant et d'expliquer cet aspect ondulatoire. Alors nous, on va s'intéresser tout de suite à l'aspect plutôt ondulatoire de la lumière. Je vous ai représenté cette onde. Donc on voit que c'est une onde qui fait des vagues entre +1 et -1 en fonction du temps, qui est donc l'axe horizontal. Cette onde sinusoïdale, on va en fait pouvoir aller la qualifier avec un certain nombre de paramètres qui nous permettront ensuite d'aller les classer. On va le voir comment. Premier paramètre, ça va être ce qu'on appelle la période. Donc la période, c'est un élément qui se définit en secondes, qui est donc la plus petite durée de reproduction du motif. Ici, on voit que le motif, c'est ce qu'on pourrait appeler une vague, donc qui va au +1, qui redescend au -1 et qui recroise l'axe horizontal. Ici, on voit qu'on en a 3 des motifs. Deuxième élément, deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Là, c'est plus de la seconde, mais c'est des hertz. Et pour connaître la valeur de la fréquence, il suffit de prendre le nombre de périodes et de diviser par le nombre de secondes. Ici, on a 3 périodes pour une seconde, évidemment. Troisième élément, la longueur d'onde. Là, c'est plus du temps ni des hertz, c'est des nanomètres, donc des milliardièmes de mètres. C'est simplement la distance entre deux cycles. Donc c'est donc la distance physique, donc en mètres, entre deux vagues. On la calcule simplement en prenant la vitesse, donc pour nous évidemment la vitesse de la lumière, et en la divisant par la fréquence qu'on a calculée juste au-dessus. Alors en termes de chiffres, ici je vous ai représenté les données. Si on calcule la période pour le graphe qu'on a mis à droite, on a 1/3 de seconde puisque on a 3 ondes en 1 seconde, donc ça fait 1/3 de seconde pour chaque onde. En termes de fréquence, comme on a 3 périodes par seconde, on est à 3 Hz. Et pour la longueur d'onde, on prend donc, comme on a dit, la vitesse de la lumière, on la divise par notre fréquence de 3, et on se retrouve avec 10 puissance 16 nanomètres, donc un 1 avec 16 zéros derrière en nanomètres. Évidemment, là on est dans le cas d'une fréquence ultra faible à 3 Hz. Dans la réalité, on va avoir des chiffres qui sont infiniment plus grands. On va le voir tout de suite. On va parler maintenant de spectre électromagnétique. Alors le spectre électromagnétique, c'est simplement le classement de ces rayonnements électromagnétiques par fréquence et longueur d'onde dans le vide. Donc chacun de ces rayonnements a une valeur spécifique de fréquence ou longueur d'onde et on va simplement les ranger du plus petit au plus grand. Petite explication sur ce graphe. On va partir à droite avec des photons de basse énergie, qui sont donc les ondes radio longues, avec des fréquences en Hertz autour de 10 jusqu'à en gros 50 000. Ensuite, on va avoir, quand on continue, les ondes radio AM et FM. Vous savez, sur votre poste d'autoradio, normalement, vous avez par exemple du 107,7 MHz. Voilà, ces mégahertz, c'est donc la fréquence de l'onde radio que vous écoutez. Ensuite, on continue, on va vers la gauche, micro-ondes. On continue à monter dans l'énergie et dans les fréquences infrarouges. Au-delà des infrarouges, on a ce qu'on appelle le spectre visible, ce qui est donc représenté en dessous. Ensuite, on va monter dans les UV. Si on continue encore dans les énergies, on arrive dans les rayons X et encore au-dessus, les rayons gamma avec des fréquences absolument énormes. On va isoler, nous, simplement, les fréquences qui vont nous intéresser pour l'horticulture. Les parties qui vont être utiles, ça va être le spectre visible. Le spectre visible, c'est simplement les couleurs qui sont visibles par l'œil humain, qui vont donc correspondre aux couleurs de l'arc-en-ciel. On va avoir également les infrarouges et les ultraviolets qu'on a vus tout à l'heure. On va prendre une définition simple. Les ultraviolets, ça va être simplement les ondes pour lesquelles la longueur d'onde est inférieure à 400 nanomètres. Le spectre visible se situe entre 400 et 700 nanomètres. Et les infrarouges se situent au-dessus de 700 nanomètres. Là, on le voit, c'est vraiment une partie infime des radiations existantes qui vont nous intéresser et on va se caler simplement sur cette partie-là. Deux petits exemples. À gauche, vous avez le spectre représentant la lumière qui est produite par le Soleil. Donc on voit que le Soleil produit absolument toutes les fréquences et toutes les longueurs d'onde, entre 300 et 800 nanomètres en gros. On voit qu'il y a de l'ultraviolet, c'est représenté en violet à gauche. Ensuite, on a toutes les couleurs du spectre visible, toutes les couleurs donc, de l'arc-en-ciel. Et puis à droite, on a tout ce qui est infrarouge, donc au-dessus de 700 nanomètres. À droite, vous avez le graphe de la Lune, qui déjà met évidemment
que la lumière du soleil qui est réfléchie par la lune. Et là, on voit qu'il reste pas mal d'ultraviolet à gauche de la courbe. On a très peu de bleu, on perd pas mal de bleu dans la réflexion, du vert aussi, et puis on a encore un peu d'infrarouge à droite. Et on voit que le spectre est très dégradé par rapport à ce qui est envoyé par le soleil sur la lune. Je vous mets quelques exemples de techno dont on a parlé tout à l'heure, les lampes halogènes. On voit que dans une halogène, il y a très peu de bleu, mais beaucoup de rouge et beaucoup d'infrarouge. On a donc les lampes MH et HPS, les lampes à décharge, qui produisent plutôt des raies de lumière spécifiques, avec des couleurs spécifiques, plutôt que toutes les couleurs du spectre visible. C'est pour ça que ces lampes nous apparaissent à la fois bleues pour les MH et très orange-rose pour les HPS. Les lampes fluo compactes, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de bleu, on voit, on a un peu de vert, un peu d'orange, c'est un exemple évidemment. Et je vous ai mis aussi la description des deux termes que vous devez connaître, blanc froid et blanc chaud. Le blanc chaud, c'est plutôt un blanc qui serait rouge. Le blanc froid, c'est plutôt un blanc qui serait bleu. Et on voit avec ces deux graphes pourquoi on a ces deux couleurs-là. Évidemment, il y a beaucoup de rouge dans le blanc chaud et beaucoup moins dans le blanc froid. Autre élément important, l'indice de rendu des couleurs. Donc en anglais, ça se dit Color Rendering Index, le CRI que vous voyez là. C'est simplement un moyen de dire à quel point une lumière est capable de restituer de façon naturelle les couleurs des éléments qu'elle est en train d'éclairer. C'est un index qui va aller entre 0 et 100, 100 étant la valeur où les couleurs ne sont pas vraiment distinguables, hein. Par contre, à 100, à l'autre bout de l'échelle, on arrive au max de cet indice de rendu des couleurs, qui est en fait la représentation de la lumière du jour. Ça va être notre idéal en termes de restitution naturelle des couleurs. Je vous mets un petit graphe avec évidemment 3 petits exemples. À gauche, on a une image sur laquelle le CRI est un peu supérieur à 70. On arrive à voir les fruits, on se rend bien compte de ce que c'est. Mais on voit que c'est pas très naturel comme couleur, c'est un peu gris. Ensuite, on augmente 80 au milieu. C'est un peu plus naturel, mais on n'est pas encore tout à fait ce qu'on pourrait voir dans la vraie vie. Et à droite, un Color Rendering Index supérieur à 90. On voit que les couleurs sont très naturelles, très proches de la lumière du jour en termes de rendu. On verra que cet élément, évidemment, il est important si jamais vous voulez avoir de jolies plantes et montrer de jolies plantes. Les Kelvin, alors autre notion, là c'est une notion de température qu'on va attaquer. Le Kelvin, c'est simplement l'unité du système international pour le calcul de la température quand on fait de la thermodynamique. Alors la méthode est simple, pour avoir à partir des degrés Celsius la valeur en Kelvin, on rajoute simplement 273,15. Et pour les gens qui ont un peu l'habitude, ce 273,15, ben en fait, c'est le zéro absolu. C'est-à-dire que quand on est à moins 273,15 degrés Celsius ou 0 degrés Kelvin, on est à la température la plus basse admise par la physique. On ne peut pas aller en dessous. C'est vraiment la température la plus basse possible. Nous, ce n'est pas ce qu'on va chercher. Nous, ce qu'on va chercher, c'est la température de couleur. Pour nous, la température de couleur, c'est la température à laquelle il faudrait chauffer un corps théorique pour obtenir cette même teinte de blanc. On va prendre ce corps théorique, on va lui appliquer une température qui va augmenter, et en fonction de la température, on va avoir des couleurs très différentes qui vont apparaître. Ça, c'est possible simplement pour certaines sources de lumière. C'est-à-dire qu'une source de lumière qui produirait du vert, on ne pourrait pas la qualifier en Kelvin. Les Kelvin correspondent à des températures très spécifiques. On va le voir tout de suite. Par exemple, à l'horizon, le soleil apparaît avec une température de couleur autour de 2000 K, donc on a quelque chose de très orange. Par contre, quand il est au zénith en plein été, il produit plutôt une lumière qui serait autour des 6000 K quand il est au zénith. Pareil chez vous, exemple de la vie courante, un briquet qui va produire une flamme orange, quand une plaque à gaz va aller produire une lumière beaucoup plus bleue. Je vous remets un graphe sur lequel on a affiché les couleurs produites en fonction des valeurs en Kelvin. Donc on voit que ça part du rouge pour 1000, puis on arrive autour de 3000 avec le soleil couchant ou levant à l'horizon. Puis quand on continue sur la droite du graphe, on arrive sur le soleil au zénith. Et puis ciel couvert et finalement ciel polaire pour tout ce qui est 11 000 K. Donc sur ce graphe, je vous ai représenté 6 courbes différentes qui reprennent chacune une température de couleur différente entre 6500 K et 2700 K. Donc si on isole la courbe 6500 K, c'est-à-dire une lumière blanc-bleu, on voit qu'il y a beaucoup de bleu, puisqu'autour de 430-450 nanomètres, on a beaucoup de choses. Ensuite, on n'a pas beaucoup de cyan, on a du vert, du jaune, on n'a pas beaucoup de orange et pas beaucoup de rouge. Donc ça nous donne évidemment du blanc froid avec une lumière blanc-bleu. Et par contre, à l'opposé de l'échelle, autour de 2700 K, on va avoir beaucoup moins de bleu, mais par contre, évidemment, beaucoup plus de rouge et beaucoup plus de jaune et de vert, ce qui explique pourquoi le blanc chaud apparaît beaucoup plus rouge. On passe aux paramètres primordiaux pour l'éclairage. Ces 4 paramètres sont vraiment très importants à comprendre parce qu'ils sont en fait à la base du choix que vous allez faire sur votre LED.
La première notion que vous allez avoir, ça va être le PAR. Le PAR, en français, c'est rayonnement photosynthétiquement actif. Il n'y a pas d'unité, c'est une notion. C'est-à-dire que quand on parle de PAR, on ne considère que les rayonnements dont les longueurs d'onde sont entre 400 et 700 nanomètres. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les UV, on ne prend pas non plus en compte les infrarouges. Deuxième élément, le ppf, en français pour flux photonique photosynthétique. Cette fois-ci, on a une unité, c'est la micromole par seconde. Alors la micromole, c'est en fait une facilité d'expression. Comme vous allez dire par exemple une douzaine pour aller parler de 12 éléments, n'importe quel type d'élément, ben c'est pareil. La mole et la micromole, ce sont des termes qui permettent de définir un grand nombre d'éléments. En l'occurrence, une micromole représente 6,022 par 10 puissance 17 photons, c'est-à-dire un 6 avec 17 zéros derrière en photons. Ça pourrait être des photons, ça pourrait être des œufs, ça pourrait être des poules, ce serait pareil, ça resterait des moles. C'est donc les ppf, des micromoles par seconde. La définition officielle, c'est le nombre de photons, donc là on parle de particules de lumière, qui sont émis par la source toutes les secondes dans les fréquences par. C'est-à-dire que là, c'est bien le nombre de photons qui sont produits toutes les secondes par la lampe entre 400 et 700 nanomètres, simplement. Ça, c'est une valeur qui va aller de 0, évidemment, quand la lampe est éteinte, à potentiellement l'infini, suivant la source de lumière qu'on considère, évidemment. Troisième terme, donc les ppfd, densité de flux photonique photosynthétique. Cette fois-ci, on ne parle plus en micromol par seconde, on parle en micromol par mètre carré par seconde. C'est-à-dire qu'on ne parle plus simplement d'une quantité par seconde, on parle d'une quantité, mais sur une surface par seconde. Donc pour nous, ça va être le nombre de photons dans les fréquences par, qui tombent sur une surface d'1 mètre carré chaque seconde. Et, très important, à une certaine distance de la source. Cet élément est indispensable pour bien parler du ppfd. Le ppfd, c'est forcément à une certaine distance. Communément, on utilise du PAR, on vient de le dire, entre 400 et 700. De plus en plus, les professionnels ont tendance à sélectionner les valeurs entre 380 et 780 nanomètres pour faire cette valeur. Cette valeur de ppfd s'étend de 0 quand la lampe est éteinte, évidemment, à potentiellement une infinité. Dans notre cas, on va très peu dépasser la valeur de 1000, qui va être plus ou moins une valeur un peu limite pour nous, pour les plantes carnivores en tout cas. Quatrième terme, la DLI pour Daily Light Integral. Là, on ne parle plus en micromol par mètre carré par seconde, on parle en mol, donc en millions de micromoles par mètre carré et par jour. On n'est plus dans la seconde, on est dans le jour. Et en l'occurrence, c'est simplement la somme de tous les ppfd qui ont été relevés sur 24 heures. On les somme et on se retrouve avec une valeur en mol par mètre carré par jour. On verra que cette valeur, pour nous, elle va aller rarement au-dessus de 30 et en général bien en dessous de 30. Je vous ai refait un petit schéma pour bien fixer ces concepts. Alors ici, on a un éclairage en haut qui éclaire vers le bas. On a bien dit que le ppf, c'était le nombre de photons qui étaient émis par la lampe par seconde. Et on a bien dit que le ppfd, c'est micromol par mètre carré par seconde, donc c'est ce qui arrive au sol. J'ai modélisé 1 mètre carré au sol. Cette valeur de ppf, elle est compliquée à avoir parce qu'il faut du matériel professionnel. Vous le voyez à gauche, on utilise ce qu'on appelle une sphère d'intégration. Donc c'est cette grande sphère peinte en blanc à l'intérieur. On met simplement la lampe au milieu, on met un capteur de photons, on l'allume et on regarde toutes les secondes le nombre de photons qui tapent sur le capteur. Deuxième définition, pour la partie ppfd et DLI, c'est un peu plus simple. On utilise ce qu'on appelle un paramètre. Donc c'est le petit appareil que vous voyez à droite. Il est composé d'un écran sur lequel on affiche en temps réel la valeur du ppfd en micromol par mètre carré par seconde. Et au bout du câble, il y a un capteur évidemment qu'on met sous la lampe et qui nous donne instantanément la valeur de ppfd dans les valeurs par. Ça, c'est un élément qui est un peu plus à la portée des particuliers, qui va coûter entre 500 et 1000 euros pour les bons modèles. Cet appareil, ce n'est pas un luxmètre. On voit des luxmètres à 10-20 euros sur le net. Ce n'est pas du tout la même chose. Les luxe, c'est très différent des ppfd. On le verra ça dans une deuxième partie. Comment on représente des ppfd? En fait, un peu comme on veut. Il n'y a pas vraiment de normes. Là, je vous ai mis sur la diapo 5 représentations différentes que j'ai trouvées sur des sites de fabricants de LED. Voilà, chacun fait un peu comme il veut, avec des chiffres, des carrés, il divise, il met des couleurs. Nous, sur les Dorticol, on a décidé d'utiliser une vue en 3D. Donc à gauche, vous avez bien l'exemple d'un spot qui éclaire vers le bas. On fait, nous, nos mesures sur des plaques qui font 1,20 m de large sur 60 cm de haut. Et tous les 10 cm, on a notre paramètre, on lit la valeur, on la note, et ensuite on génère ce genre de courbe. À droite, vous avez
le graphe à plat. Donc on voit que là, vraisemblablement, c'est un spot rond qui éclaire vers le bas et sur lequel on peut voir que, évidemment, la lumière à la verticale est beaucoup plus importante que la lumière sur les côtés, puisque plus on s'éloigne et plus la lumière diminue. Je voulais parler 5 secondes d'homogénéité. L'homogénéité, c'est simplement le fait d'avoir des éléments qui soient répartis de manière uniforme. Là, vous avez 4 spots différents avec des angles d'éclairage différents. On voit qu'à gauche, autour du spot, il n'y a pas beaucoup de lumière. Par contre, au sol, c'est bien éclairé. Et quand on augmente cet angle, évidemment, la lumière qui est produite se diffuse. Et donc, à droite, on a un angle beaucoup plus ouvert. On voit que la lumière est très présente autour du spot. Par contre, on voit quasiment pas le sol. On verra que c'est important tout à l'heure pour le choix des technologies qu'on va utiliser. Petit exemple de spot Cobb, on verra tout à l'heure que c'est un spot relativement puissant à gauche, très éclairant au centre. Par contre, rapidement, on n'a plus grand chose en termes de lumière. Par contre, un rail, on voit que sur un rail de LED, on a bien de la lumière plus homogène, c'est-à-dire que les plantes en dessous recevront en gros toute la même quantité de lumière. Un peu d'électronique, on va parler de watts. Alors les watts, c'est une unité de puissance simplement, qui se définit comme un ampère sous une tension de 1 volt. La formule est simple, P égale UI. Si vous avez une lampe qui tourne en 220 volts à 0,5 ampères, à ce moment-là, vous savez que cette lampe va consommer 110 watts. Seconde notion d'électronique, l'efficacité photosynthétique. Là, ça va être de la micromole en watts ou en micromole en joules. Quand on regarde cette unité, on peut en déduire que c'est une quantité de lumière par une quantité d'énergie. C'est simplement la capacité d'une source de lumière à prendre l'énergie en watts qu'on lui donne et à la transformer en lumière. Évidemment, plus ce chiffre est important et plus la lampe est efficace. Troisième élément, la dissipation active-passive. C'est simplement une notion qui permet de dire est-ce qu'on a besoin d'un ventilateur pour dissiper la chaleur qui est produite par la lampe ou est-ce que l'architecture de la lampe est prévue pour que la chaleur se dissipe toute seule sans abîmer la lampe. Voilà. Sur un spot sur lequel on va mettre un ventilateur, on va avoir bien sûr une dissipation qui sera beaucoup plus efficace et donc une lampe moins grosse. Mais par contre, une lampe qui peut faire potentiellement un peu plus de bruit. Quelques faux amis, les lumens, donc c'est lumière en latin. Je ne vous redonne pas la définition, mais c'est une unité qui est fondée sur l'œil humain. Et du coup, c'est très différent de la perception des plantes. Et nous, ça ne va pas du tout nous intéresser d'utiliser cette unité de mesure. Une autre unité qu'on voit beaucoup aussi, le luxe, c'est la même chose. On va avoir une unité qui n'est pas adaptée à nos plantes. Nous, ça ne nous intéresse pas. On va utiliser évidemment les ppf, les ppfd, tout ce dont on a parlé juste avant. Autre chose, le terme qu'on voit à peu près partout sur Internet, le spectre complet, le full spectrum, le fameux. Donc là, il n'y a pas vraiment de définition officielle. Ça veut simplement dire que dans le spectre qui est produit par une lampe, on va avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc tout le spectre visible. C'est intéressant, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt quelque chose de marketing. C'est une indication qui n'a pas beaucoup de valeur parce qu'elle représente beaucoup de possibilités. Parlons maintenant des LED. Qu'est-ce qu'une LED? Simplement, une LED, c'est donc une diode électroluminescente en français. LED pour Light Emitting Diode. Je vous ai mis en dessous le symbole de ce composant électronique dans lequel il y a une anode et une cathode. On voit sur ce schéma qu'il y a deux petites flèches. Ces deux flèches sur le dessus permettent d'expliquer que c'est une diode qui produit de la lumière, contrairement aux diodes classiques qui ne sont donc pas des LED et qui permettent simplement de laisser passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un semi-conducteur, comment marche une LED, mais sachez que c'est un élément, par définition, capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. C'est très différent de la lampe par incandescence dont on a parlé tout à l'heure, qui elle est plutôt liée à la température. Quelques dates importantes. Il y a plus d'un siècle, 1907, Henry Rand, premier à mettre en évidence ce phénomène. Il voit que quand il passe du courant dans ce matériau, ça fait de la lumière. Il ne sait pas trop quoi en faire, ça reste un peu sur une étagère pendant un bon moment. En 1927, premier dépôt de brevet. Par contre, on voit que 60 ans, quasiment 60 ans plus tard, création de la première LED utilisable. Et puis, il n'y a pas si longtemps, ça fait même pas une dizaine d'années, 3 chercheurs japonais qui obtiennent le prix Nobel de physique pour la création des premières LED bleues à forte puissance. Alors, ça a l'air de rien, les premières LED bleues, mais en fait, ces LED bleues sont technologiquement à la base des LED blanches. Les LED blanches ne sont jamais que des LED bleues sur lesquelles on va aller poser un revêtement jaune qui va nous permettre d'avoir de la LED blanche. On va faire le tour des lampes commerciales qu'on a vu apparaître depuis les années
2000, en tout cas le milieu des années 2000, on a d'abord ce genre de matériel avec de la LED bleue et rouge uniquement. On verra dans la partie suivante que c'est une techno qui finalement sera abandonnée, même s'il reste quand même quelques exemplaires encore en circulation commerciale. Deuxième type de lampe, milieu des années 2010, on a les lampes qu'on voit à droite, c'est un panneau un peu classique qui s'appelle Apollo, c'était le nom du modèle chinois. En l'occurrence, là, ce sont des lampes avec des LED un peu plus puissantes qui font donc 3 watts. On voit que la variété de couleurs produites est un peu plus importante que sur la LED d'avant, mais ça produit quand même cette couleur rose-rouge très désagréable à l'œil quand on allume les panneaux, évidemment. Troisième type de techno qu'on a vu arriver fin des années 2010, c'est les lampes à cob, donc pour chip on board. Là, ce sont plusieurs petites LED qui vont être assemblées sur un gros support qui permettent de faire des lampes relativement puissantes qui éclairent relativement loin. Je vous ai mis à gauche quelques spectres qu'on peut fabriquer à partir de cette techno, et en dessous les types de panneaux qui sont en général équipés de ce genre de matériel. C'est des panneaux assez classiques qu'on voit relativement souvent sur des sites grand public. Dernier type de lampe commerciale, les LED SMD pour Surface Mounting Device. En l'occurrence, ce sont des toutes petites LED qui sont posées directement sur le substrat. On peut aussi fabriquer un peu n'importe quelle couleur avec ce type de LED. Et je vous ai mis à droite le type de panneau qui utilise cette technologie et un détail de ces toutes petites LED qui sont vraiment minuscules, qui sont posées directement sur le substrat. Ce sont des LED qui vont avoir tendance à faire des éclairages plus homogènes que les chip on board dont on a parlé juste avant. Seconde partie, on va parler maintenant du besoin des plantes carnivores. En l'occurrence, là, on va parler de spectre. Quel est le spectre idéal pour les plantes carnivores? Alors, le premier effet qu'on pourrait avoir, c'est se dire, les plantes, c'est de la photosynthèse. La photosynthèse, ce sont les deux chlorophylles A et B. Simplement, on regarde les spectres d'absorption de ces deux chlorophylles A et B, et on va essayer d'aller les combler avec les LED rouges et bleus dont on parlait tout à l'heure. Alors cette démarche, elle est bien, mais en fait, elle a plusieurs soucis. Le premier, c'est que ça sous-entend qu'il n'y a pas besoin de verre pour faire pousser une plante, ce qui est faux. En fait, ce verre n'est pas totalement réfléchi par les feuilles, et ce sont même les fréquences qui composent ce verre qui pénètrent le plus profondément dans les feuilles, contrairement à ce qu'on peut penser. Deuxième élément, c'est qu'on sous-entend que les seuls chlorophylles A et B sont impliqués dans la vie de la plante, et ça aussi c'est faux. Il y a d'autres choses, phytochrome, cryptochrome, ça on va en parler rapidement dans la partie suivante. On va optimiser. Qu'est-ce qu'on fait? On prend en compte évidemment la photosynthèse toujours, mais on va ajouter un autre élément qui est la photomorphogénèse. Alors la photomorphogénèse, si on décompose un peu le mot, c'est la capacité du spectre à influer sur la forme de la plante qu'il est en train de faire pousser. Là, ça ne va pas être la quantité de lumière qui va nous intéresser, ça va être l'information en fait qui est contenue dans le spectre. Ce n'est pas l'énergie, c'est vraiment l'information, la quantité de bleu, de rouge, etc. qui va impacter cette forme. Alors ça, on a plusieurs molécules au sein des plantes qui vont piloter ce genre de choses. La première chose, ça va être les phytochromes, évitement de l'ombre, fabrication de la chlorophylle. Les cryptochromes, ça empêche l'allongement des tiges, ça active la croissance des feuilles, un certain nombre de phénomènes aussi directement dans la plante. Et les phototropines qui, elles, permettent de suivre le soleil. Ensuite, on va quand même combler la photosynthèse. Alors la photosynthèse, c'est quand on transforme l'énergie lumineuse reçue en énergie chimique. Là, ça ne va pas être l'information qui va nous intéresser, ça va bien être l'énergie qui est contenue dans le spectre qui nous est envoyé. Ça va impacter à la fois les deux chlorophylles A et B, évidemment, qui permettent de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique, mais aussi les carotènes, les xanthophiles. Tout ça, c'est des éléments qui sont capables de filtrer le trop-plein d'énergie pour éviter un trop-plein de lumière envoyé à la chlorophylle. Alors je vous ai remis les 5 graphes d'absorption de ces éléments. On voit que bleu plus rouge, ça ne suffit pas, et on voit exactement grâce à ces graphes pourquoi. Est-ce qu'on peut trouver un spectre parfait? En fait, pour nous, ça va être compliqué. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut fabriquer des spectres de tout type avec un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, un peu plus de vert, tout ça. Donc les possibilités en fait sont infinies. La seconde chose, c'est que chaque genre de plante carnivore, que ce soit Sarracenia, Dionée, Drosera, sont très différentes l'une de l'autre. Donc il faut bien sûr tester chaque genre un par un. Chaque plante carnivore est différente physiologiquement de sa voisine. Vous et votre voisin, vous ne bronzez sans doute pas de la même manière. Là, c'est pareil. Les tests sont très longs. Oui, c'est des plantes qui poussent relativement lentement. Les effets se font voir relativement lentement.
Et donc, ce sont des tests qui sont ultra longs. C'est difficile d'isoler les paramètres environnementaux. Et si on veut faire bouger que le spectre, il faut que les plantes soient les mêmes, il faut que le climat soit le même, il faut que les graines soient les mêmes, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis les connaissances industrielles restent encore très secrètes. Les entreprises qui travaillent sur ces spectres parfaits n'ont pas forcément envie de partager leurs connaissances avec tout le monde. Alors comment on fait? Il y a deux solutions. La première, c'est utiliser l'expérience si elle existe. Donc moi, je vous donne les résultats de mes expériences perso sur les Sarracenia, les Drosera, les Dionée, les Elianthora. On va tourner autour de 3500K avec des infrarouges pour les Sarracenia. Je vous laisse regarder le reste. Évidemment, d'autres combinaisons doivent sans doute bien fonctionner. Il faudrait pouvoir les comparer, mais comme je l'ai dit juste avant, c'est très compliqué. On peut partir simplement de l'in situ, comme le dit Sébastien Joliot dans pas mal de ses vidéos. On part du spectre du soleil, donc qui est le spectre in situ évidemment, et on l'adapte en fonction des réactions des plantes. Si on veut un peu plus de lumière, un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, pour voir comment ça impacte ces données. Mais par défaut, si on n'a pas d'infos, on peut partir d'un spectre qui est proche du soleil, donc quelque chose autour de 4000 K, on va dire. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que spécifiquement pour les plantes carnivores et d'autant plus pour les particuliers, je conseille un spectre blanc qui soit visuellement très agréable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que avec un spectre agréable et avec un bon IRC, on met en valeur sa collection, hein. C'est toujours important de pouvoir présenter sa collection dans de bonnes conditions et d'avoir les vraies couleurs des plantes. Et aussi pour faciliter la détection visuelle de problèmes, parce que quand on se retrouve avec une lampe qui produit une lumière violette, voir les moisissures, voir les champignons, tout ça, c'est rendu très très compliqué. Donc rien que pour cette raison, je vous conseille du blanc. Il y a un petit contre-argument, c'est que c'est un peu plus énergivore qu'un spectre qu'on pourrait qualifier de technique, c'est-à-dire un spectre dans lequel on irait enlever spécifiquement un certain nombre de fréquences dont on considère qu'elles ne sont pas aussi importantes que les autres. Évidemment, les industriels et les producteurs, comme ils ont une grande quantité d'éclairage, une petite économie en supprimant une partie de l'énergie produite, en enlevant une partie des fréquences, ça permet des économies de grande échelle. Les besoins en quantité après les besoins en spectre, là on va vraiment parler de deux éléments importants dont on a parlé déjà, à savoir les ppfd. Comment on gère les ppfd sur sa plante? En montant et en descendant les lampes pour ajuster la distance avec les plantes, on adapte évidemment le ppfd. Pour la DLI, comme c'est la somme des ppfd sur 24 heures, en ajustant la durée d'éclairage avec un programmateur électronique, on n'a aucun souci pour atteindre la bonne valeur. Donc on part du besoin des plantes. Pour ce genre X, quel est le ppfd idéal, quelle est la DLI idéale, et en fonction de ça, on règle la hauteur et la durée d'éclairage. Je n'ai pas parlé de watts, tout simplement parce que les watts permettent d'avoir une estimation simplement grossière d'un panneau à utiliser. Je ne vais jamais vous dire, je te conseille d'utiliser un panneau de 70 watts. Non, je vais dire, ce panneau permet d'avoir en gros 150 micromoles par mètre carré par seconde à 60 cm. Dans ton cas, on devrait atteindre à peu près ces valeurs-là autour de 80 watts par exemple. Mais ça ne permet que de dégrossir le problème. Et surtout, ça ne tient pas compte des contraintes type la hauteur, la plaque de verre, etc. Par contre, avec les ppfd, on a l'avantage d'avoir des valeurs en fonction de la distance, ce qui n'est pas le cas des watts, évidemment. Quelques valeurs expérimentales que je vous mets dans ces tableaux. Donc c'est à la fois des expériences perso et des publications scientifiques que je suis allé chercher. Pour chaque genre, vous avez une valeur moyenne de ppfd et une valeur moyenne de DLI à respecter pour être dans les bonnes cotes. Donc vous avez pour chaque genre de plantes carnivores les ppfd et les DLI qui sont essayés. Donc ce sont des valeurs moyennes. Je vous laisserai regarder a posteriori les valeurs qui vous intéressent. Qu'est-ce qui se passe si on va au-delà des valeurs que je viens de donner? Eh bien, ces valeurs ne sont jamais que des moyennes et ce ne sont absolument pas des valeurs limites. C'est-à-dire que sur des Sarracenia, on conseille autour de 300, 350, 400 micromoles par mètre carré par seconde. Et moi, dans mon jardin, l'été dernier, en plein midi, on se retrouvait avec un flux autour de 2000 micromoles par mètre carré par seconde sur des Sarracenia et elles n'ont pas du tout souffert. Évidemment, ces 2000 micromoles par mètre carré par seconde n'ont pas duré 24 heures. C'était quelque chose de temporaire. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'horrible d'arriver à ces valeurs-là. Il faut simplement que la DLI soit respectée ensuite. Ensuite, il existe un seuil au-delà duquel, quand on rajoute de la lumière, ça devient contre-productif en termes de photosynthèse. Petit exemple pour les capensis par exemple, et les rotundifolia. 500-600 micromoles, à ce moment-là, on commence à voir que la photosynthèse diminue et que la plante a tendance à souffrir. Le principe de base, c'est qu'on prend les valeurs les plus basses
et on augmente au fur et à mesure, doucement, parce que c'est quelque chose évidemment qui est long à venir. Les plantes sont longues à réagir à un nouvel apport de lumière. Il faut vraiment bien prendre son temps, parfois plusieurs mois, et rester très attentif pour voir s'il n'y a pas d'impact négatif sur ces plantes. Troisième partie pratique. Là, on va parler des bonnes questions, je vous le disais tout à l'heure. Quelles sont les questions à se poser sur l'éclairage avant d'acheter du matériel? Première question, quelle est la taille de l'espace dont j'ai besoin? Oui, on va parler en ppfd, donc en micromol par mètre carré par seconde. Il faut quand même savoir quel nombre de mètres carrés vous avez à éclairer pour ensuite pouvoir trouver les bonnes valeurs. Un apport de lumière, est-ce qu'il existe déjà un apport? Est-ce que vous êtes dans une serre et à ce moment-là, le soleil tape 12 heures par jour? Est-ce que vous allez rajouter un peu de lumière? Oui, mais en quelle quantité? Ça dépend de cet apport de lumière, il faut faire attention à ça. Les conditions extrêmes, est-ce que vous allez avoir des températures négatives au-delà de 40? Est-ce que vous avez de la brumisation? Est-ce que vous avez, par exemple, des phénomènes d'arrosage dans votre serre ou dans votre espace de culture? Quel est le temps d'utilisation de ce matériel sur l'année? Est-ce que c'est du matériel que vous allez garder 2 mois pour faire des semis et après ce sera rentré au garage pour le reste de l'année? Ou est-ce que c'est du matériel qui va tourner 15 heures par jour, 365 jours dans l'année? Est-ce que vous allez éclairer plusieurs genres de plantes? Si ce n'est pas le cas, on va avoir un spectre un peu spécifique, juste pour ces plantes-là. Si vous décidez de mélanger plusieurs genres de plantes dans un même environnement, à ce moment-là, on va plutôt avoir tendance à utiliser un spectre un peu plus polyvalent. Est-ce qu'on a besoin d'un variateur? Ça veut dire, est-ce qu'il est plus simple pour nous d'utiliser ce petit bouton qui augmente ou qui diminue l'intensité lumineuse, ou plus simple de monter et de descendre les rails pour régler le ppfd? À vous de voir. En général, c'est une option pas très chère et qui est quand même plutôt pratique. L'évolutivité, est-ce que si je rachète du nouveau matériel, je vais avoir besoin de rajouter de nouvelles multiprises, par exemple, pour brancher ce matériel? Ou est-ce que les rails que je vais acheter vont simplement aller se chaîner électriquement aux rails existants, ce qui me permettrait d'avoir qu'une seule prise électrique, par exemple, pour une dizaine de rails? Ça peut être intéressant aussi, ça. Le budget que vous allez évidemment consacrer à l'achat de ce matériel, est-ce qu'il vaut mieux acheter tout de suite du matériel pas cher, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu, doubler son budget par exemple et aller chercher du matériel plutôt professionnel? Ça peut aussi être une bonne démarche dans certains cas. À propos de l'environnement, les questions suivantes: est-ce que j'ai une bonne ventilation? Est-ce que l'air qui est dans mon espace de culture est renouvelé? Est-ce que j'apporte de l'oxygène en permanence pour que mes plantes puissent respirer ou non? Est-ce que l'utilisation d'une box de culture serait pas mieux que l'utilisation simplement d'un espace ouvert sur lequel on irait mettre une lampe? Parce que ces armoires de culture sont prévues pour, il y a des trous pour l'aération, il y a tout ce qu'il faut pour suspendre le matériel, tout est prévu, c'est étanche, etc. En général, ça peut être une bonne option. Est-ce que j'ai besoin d'automatisation? Est-ce que je veux par exemple ajouter de la domotique? Est-ce que ma brumisation, je la fais en automatique? Est-ce que c'est quelque chose que je veux mettre en manuel par exemple? Est-ce que je veux faire de la productivité ou est-ce que je veux faire plutôt une collection? Dans ce cas-là, on regardera évidemment la consommation, mais aussi évidemment l'indice de rendu des couleurs si on veut quelque chose de très joli. Le temps d'évoluer, est-ce que j'ai le temps de m'en occuper ou pas? Si ce n'est pas le cas, il vaudrait mieux faire en sorte de faire quelque chose de simple et de facile à maintenir. Quel est mon budget d'électricité? Je fais mon calcul avant, je sais que la lampe dont je vais avoir besoin va faire en gros 80-100 watts. Et ben je regarde ce que ça donne si je l'allume 12 heures par jour. D'ailleurs, petit calcul du coût électrique, petit rappel, simplement pour calculer combien ça va coûter en électricité, on prend le nombre d'heures par jour où la lampe est allumée, on prend le nombre de jours par mois, on prend le prix du kilowattheure et on multiplie tout ça par la consommation de la lampe en kilowatts et pas en watts, donc en milliers de watts. Petit exemple, si j'allume ma lampe 14 heures par jour, à 20 centimes du kilowattheure et que cette lampe fait 100 watts, on va se retrouver avec une facture d'électricité de 8,40 € en gros par mois, soit presque 30 centimes par jour, qui fait franchement pas grand-chose quand on sait qu'avec une centaine de watts, on arrive déjà à éclairer un terrarium vraiment non négligeable en termes de taille. On passe aux mauvaises réponses, donc les expériences qu'on a fait évidemment, qui ont échoué, dont on va vous faire part pour éviter que vous fassiez la même chose. Les deux premiers points les plus importants à mon avis à éviter, c'est éteindre complètement l'extraction d'air. Je ne parle pas d'un ventilateur dans un espace de culture, je parle bien d'extraction d'air, c'est-à-dire l'élément qui permet de renouveler l'air à l'intérieur de l'espace de culture, que ce soit une armoire de culture ou un terrarium. Il faut toujours qu'il y ait un flux d'air de l'extérieur qui permette de renouveler
en permanence, l'air vicié par les plantes. Et donc ça, je vous déconseille totalement de l'éteindre complètement. Il faut toujours qu'il y ait un filet d'air qui passe. Ça permet d'éviter les moisissures, les champignons et ce genre de choses. Deuxième point, rentrer une plante sous LED qui était à l'extérieur. Ça, vraiment, je vous le déconseille pour absolument toutes les plantes. Tout simplement parce que les plantes qui sont à l'extérieur sont attaquées par des pucerons, par des araignées rouges. Ils ont des prédateurs à l'extérieur. Quand vous les rentrez à l'intérieur sous LED, vous les amenez dans un environnement dans lequel ils n'ont pas de prédateurs. Et donc là, à ce moment-là, ils peuvent se multiplier 100 fois plus vite qu'à l'extérieur. Donc faites très attention. Je vous déconseille vraiment de rentrer une plante sous LED qui a passé du temps à l'extérieur dans votre jardin. Quelques autres conseils, augmenter la puissance de l'éclairage pour que ça pousse plus vite. Ça, on a vu tout à l'heure, ça devient contre-productif. Allumer l'éclairage 24-24, c'est pareil. Ça devient contre-productif parce qu'il faut bien laisser quand même ces pauvres plantes se reposer. Donc, évitez 24-24. Vous calez le PPFD qui va bien pour avoir la bonne DLI et tout se passe bien. Évitez aussi de mettre trop d'automatisme parce que trop d'automatisme, ça veut dire une chaîne complexe. Et donc, s'il y a un maillon au milieu qui casse, tout le système s'arrête. Donc faites attention, pas trop d'automatisme, pas trop de gourmandise en termes de domotique. Je vous conseille également d'éviter de changer plusieurs paramètres pour résoudre un problème. En général, quand on voit qu'il y a un souci avec les plantes, on change un seul paramètre, on attend de voir comment ça évolue. Si ce n'est pas celui-là, on change un autre paramètre, etc. On ne va pas augmenter la lumière, changer la ventilation, déplacer le terrarium, etc. Non, on fait une seule chose à la fois. On ne va pas non plus chercher à faire du pérenne avec du premier prix, tout simplement parce que ça devient rapidement contre-productif. Quand on utilise intensivement du matériel premier prix qui n'est pas prévu pour, et bien dans ce cas-là, on a des pannes qui arrivent très rapidement et finalement ça coûte plus cher que si on avait investi dans du matériel pro. Quelques pièges qu'on peut retrouver sur Internet. Le premier et le plus important, c'est sans doute le boitage mensonger. J'ai pris un exemple ici sur Amazon d'une lampe où c'est marqué 1000W, lampe LED, horticole, etc. Et on voit que quand on regarde dans le détail, on a deux informations importantes. La première, c'est la puissance nominale de 1000 watts. Je ne sais pas ce que ça veut dire puissance nominale, ça n'a absolument aucun sens technique. C'est une valeur qui n'a absolument aucun sens, ne vous fiez jamais à cette valeur. La deuxième élément, c'est la puissance réelle. On voit que c'est 45 watts, c'est-à-dire qu'on va annoncer qu'une lampe consomme 1000 watts alors qu'elle consomme moins de 20 fois moins. Donc faites très attention à ces marquages. Deuxième exemple, une autre lampe sur la même plateforme, on a du 1000W, lampe de croissance HPS, je ne sais pas quoi. Et quand on regarde en détail dans les questions et les réponses, le monsieur demande quelle est la consommation en watts réels et la personne qui lui répond, qui sans doute ne parle pas super bien français, lui répond bonjour, merci pour le problème, consomme effectivement 175 watts. Donc on voit que ce marquage de 1000 watts, il n'est même pas homogène sur les sites, ça veut absolument rien dire. À la base, c'est un marquage sur des lampes chinoises, premier prix, qui sont censés vous expliquer que cette lampe de 45 watts est aussi efficace qu'une lampe HPS ou une lampe MH de 1000 watts, ce qui effectivement n'est jamais le cas. Donc faites très attention, ne vous fiez pas à ça, regardez bien les détails, demandez bien aux fabricants la vraie puissance réelle. Les pièges des achats internationaux, plusieurs soucis quand on fait ça. Le premier, c'est que la TVA est collectée par le transporteur maintenant, donc c'est pas prévu quand vous payez au départ. Petite surprise. Les délais de SAV, quand c'est loin, évidemment, c'est long. Les frais de retour SAV importants, évidemment, quand c'est loin, c'est cher. Si vous avez besoin d'aide, est-ce que vous savez le faire en anglais? Est-ce que le mec à qui vous avez acheté votre lampe premier prix, il va vous expliquer comment on cale bien le PPFD pour vos Saracenia? Je pense que non. Et puis, les lois de la consommation du pays du vendeur qui s'appliquent. Donc, vous ne serez pas forcément dans votre bon droit si vous pensiez l'être. Troisième piège, les contrefaçons. On a beaucoup de fausses LED de marques connues, typiquement Samsung. On retrouve des fausses LED estampillées Samsung sur le marché. Faire très attention à ça. Si c'est pas cher, c'est pas par hasard. On a des modèles moins chers qui sont vendus comme originaux. Donc ça, c'est un grand classique. On a des matériels qui ne sont pas sécurisés. On a du matériel qui est marqué étanche. Alors que ce n'est pas le cas. On a du matériel avec des spécifications qui ne correspondent pas aux certifications. Et tout ça, ça amène une absence de contrôle de sécurité et en l'occurrence potentiellement des risques d'accident et je ne suis pas sûr que votre assurance apprécie un incendie à partir de ce genre de matériel. Troisième partie, étude de cas, on va commencer par un terrarium à Nepenthes. En l'occurrence, je vais vous donner les données du projet, on va en sortir les contraintes et puis on va regarder comment ça permet de trouver la bonne solution. Donc là, les données de notre projet de terrarium, on va mettre donc des NEP dans un terrarium qui fait 1 mètre sur 40 cm de large sur 60 cm de haut. Il n'y a pas de vide sur le dessus, c'est une planche en bois. Au niveau de l'utilisation des LED, on ne sait pas trop, c'est notre première utilisation.
Et puis pour le lieu, on va mettre ça dans une pièce à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on en sort comme contrainte? La première chose, c'est que bon, c'est des NEP, on va être autour de 200 micromoles par mètre carré par seconde. Sur la taille, on a 0,4 mètre carré, mais par contre, on a une faible hauteur, 60 cm, ça fait quand même pas beaucoup. Sur le support, comme il n'y a pas de vitre, la LED sera fatalement à l'intérieur du terrarium. Comme c'est notre première utilisation des LED, on va avoir besoin quand même de faire des réglages parce que ce ne sera pas parfait tout de suite. Et comme c'est dans une pièce à vivre, on va chercher à faire quelque chose de joli pour impressionner nos invités. Donc, caractéristiques de la solution à partir des contraintes, on va être autour de 70-80 watts, ça permet de dégrossir un peu la consommation. On va utiliser des LED SMD, on a une faible hauteur, mais on a quelque chose d'homogène, c'est ce qu'on veut. On veut que toutes les plantes aient grosso modo le même ppFD, autant que possible. Comme les LED seront à l'intérieur du terrarium, on va utiliser des LED étanches avec un indice de protection autour de 65. Pour ceux qui s'interrogent sur ce format IP65, je vous invite à consulter le guide sur les indices de protection qui sont sur notre site LED Horticole. On a des nécessités de réglage, donc on va s'orienter plutôt sur un variateur, ce sera plus simple que de régler en hauteur puisqu'on n'a pas beaucoup de hauteur. Et puis l'importance du rendu nous amène à utiliser un spectre blanc et un IRC qui va être, si possible, au-dessus de 90. Deuxième exemple de cas, des semis de Sarracenia en intérieur. Là, on a des Sarracenia, on a à dispo une armoire de culture qui fait 60, 60, 140 de haut. Le support, c'est une armoire de culture, donc on a tout à l'intérieur pour aller accrocher les lampes, poser les extractions d'air, etc. La spécificité, c'est que ce sont des semis cette fois-ci. En termes de lieu, on sera dans une pièce isolée, donc on va en sortir quelques contraintes induites. Des Sarracenia entre 200 et 400 micromoles par mètre carré par seconde. On a 0,36 mètres carrés, un peu plus d'un tiers de mètre carré. Mais par contre, on a une pleine hauteur qu'on va sans doute pouvoir exploiter. On est dans une armoire de culture, donc l'humidité devrait être relativement faible puisqu'on va bien aérer. On est sur des semis, donc on va avoir besoin de régler le ppFD en fonction des cycles des plantes. Et puis on est dans une pièce isolée, donc on va chercher l'efficacité plutôt qu'un IRC important. Caractéristique de la solution, une centaine de watts, vu la taille de l'espace et vu les plantes. Le tiers de mètre carré et la pleine hauteur nous permettent d'avoir deux solutions différentes. La première solution, ça va être d'utiliser des LED SMD si on fabrique 2 étages. En utilisant une séparation horizontale, on peut faire 2 étages de 70 cm de hauteur, et à ce moment-là, on va utiliser nos LED SMD pour avoir quelque chose d'homogène. Si on veut profiter totalement des 140 cm de haut et qu'on n'a pas besoin de faire 2 espaces de culture, à ce moment-là, on va plutôt, pourquoi pas, utiliser des COB, c'est possible, ou des SMD. Les COB, l'avantage, c'est qu'on a pas mal de hauteur pour régler le ppFD, c'est assez pratique, puis ça éclaire relativement loin. Comme on n'a pas d'humidité importante, on n'a pas besoin de quelque chose d'étanche. On a besoin de régler les ppFD. Là, l'idée, c'est d'utiliser un variateur. Ou alors, si on utilise des COP, simplement le réglage en hauteur devrait suffire parfaitement. Et si on cherche de l'efficacité, on va utiliser un spectre blanc plus des infrarouges. Quelques exemples de photos fournies par des fabricants français de LED. En l'occurrence, là, c'est ISLED. Je remercie aussi Floraled de m'avoir envoyé ces jolies photos. Pour conclure cette conférence, on peut dire que le plus important, ça va être d'utiliser les bonnes unités. On a vu que tout ce qui était luxe et lumen, c'était totalement inutile. En l'occurrence, nous, on utilise bien les ppFD, les ppF, la DLI, tous ces éléments ultra importants, la notion de part, qui nous permettent de trouver les bonnes valeurs pour nos plantes et pour notre projet spécifique. Le deuxième point, c'est de bien définir ces contraintes avant de se lancer dans un achat. On arrive à partir de ces contraintes à définir, comme on l'a vu juste avant, une grande partie de la bonne solution. Et le troisième point, évidemment, c'est d'échanger avec les fabricants et les utilisateurs. Les fabricants sont évidemment les personnes les plus à même de vous expliquer comment fonctionne leur matériel et quelles sont leurs performances et leurs caractéristiques. Et les utilisateurs sont toujours enclins à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. N'hésitez donc pas à discuter avec eux, leur demander leur feedback sur leur utilisation, ce qui a bien marché, les lampes qui ont bien marché, qui n'ont pas bien marché. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Facebook ou sur Discord, si vous souhaitez échanger avec moi, si vous voulez parler de votre projet, poser des questions. Évidemment, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée et on va passer donc à la séance de questions-réponses.